Alors Xavier, on est parti sur les traces de quoi? 4 romans d'abord. Hein. Manière noire, De secrètes injustices, je les nomme d'abord, Derrière la colline, Les lieux communs, un livre de traduction, un livre de poèmes de Wilfrid Owen, un autre aussi, et puis des projets. On va un peu faire le tour. On commence par Manière noire, votre premier roman. On est où? À Bruxelles, le béguinage. On va aller à Gosselies, on peut passer par Prague aussi. On endague, hein, comme on dit. On enquête sur les traces fantomatiques d'un terroriste qu'on croyait mort. En fait, le sujet, c'est cela. Et puis, Des secrètes injustices, le second livre, on découvre des personnages qui pratiquement ne vont plus le quitter, qui vont revenir, parce que on va voir que tous ces romans ont un fil. En fait, de l'un à l'autre, on retrouve des indices. Hein. Et on découvre Barthélemy Dussert, un inspecteur, oui, un inspecteur. C'est un inspecteur, oui. Inspecteur, il est basé place des Martyrs, je pense. Il n'est pas assez carriériste pour devenir commissaire, de toute Non, façon. pas encore. Donc, C'est un flic mélancolique, mais attachant aussi, célibataire, amoureux, oui, comme tout le monde. Et puis traducteur à ses heures perdues, vous gagnez, ça dépend. oui, de Wilfrid Owen. Absolument, oui. Donc voilà déjà un indice pour autre chose. En fait, bon, on est dans quel ordre on est ici? On a démarré sur une espèce de thriller, comme ça. Hein. Polar qui n'est pas un polar, on verra que c'est tout à fait différent. Et puis on est déjà ici avec un coup de téléphone qui avertit qu'il y a 2 cadavres à l'impasse des cadeaux, c'est pas un cadeau comme on dit, cette impasse conduit au bistrot, l'image de Notre-Dame. Et tout part avec ce Barthélemy Dussert, avec sa collègue flamande, Mais bonne bilingue, comme beaucoup mais de femmes. avec un parler savoureux malgré tout, hein, s'appelle Trintje Catherine, en fait, Wracht. Oui. Et voilà, on fait l'enquête, quoi, en fait. Et qu'est-ce qu'on découvre? Un peu tout à l'heure, on était sur les traces fantomatiques d'un terroriste. On va être dans le milieu du révisionnisme, c'est-à-dire les gens qui sont des falsificateurs de l'histoire. Et ça, vous ne pouvez pas supporter. Très difficilement. Très difficilement. Je dis expressément en insistant là-dessus, parce que ça va être le sujet de Derrière la colline. Hein, vous vilipendez ici un professeur enseignant à Heidelberg qui est un révisionniste de l'histoire, enfin un sinistre falsificateur. Oui, Oui, en effet. les personnages. Est-ce qu'on a bien campé vos personnages? Disons que Barthélemy Dussert, pour moi, il est très difficile d'en parler, puisque je ne me suis jamais caché d'en avoir fait une sorte de double, Votre sosie. d'une certaine manière. Mais ils ne nous l'auront pas. Jusqu'à présent, tous les narrateurs de mes récits, enfin les jeux, si je puis dire, ont quand même beaucoup de choses en commun avec moi, en ce sens que probablement je suis quelqu'un qui doit toujours écrire à partir de ce qui lui est propre, de ce qui lui est intime. Finalement, je suis très peu un commentateur ou un philosophe de la réalité ou de la fiction. Je pars toujours d'une urgence qu'il y a à dire certaines choses qui me concernent ou certaines choses qui me choquent, certaines choses qui me taraudent. Donc le roman, pour moi, c'est pas le lieu de l'explication, c'est plutôt le lieu du dépassement, peut-être. Le lieu du dépassement d'une certaine réalité, qui est la mienne, mais aussi le lieu de l'interrogation par rapport à cette réalité. Donc c'est toujours un peu dans les deux sens. Et vous n'êtes pas seulement Barthélemy Dussert, vous êtes aussi peut-être d'autres personnages. Oui, disons qu'on met évidemment toujours beaucoup de soi dans ce qu'on écrit, mais Barthélemy Dussert, c'est sans doute le personnage qui a le moins de distance par rapport à ce que je suis. Je dis souvent d'ailleurs que Barthélemy Dussert, c'est une sorte de biographie alternative. En fait, le pari, c'est de décider qu'à partir d'une certaine date, et moyennant quelques petits travestissements, nos biographies divergent. Ce qui fait que beaucoup de lecteurs, et parmi eux des professionnels, ont longtemps été persuadés que j'avais travaillé à la police judiciaire, alors que je n'ai jamais mis un pied dans un bureau de PJ. L'avantage de Derrière la colline par rapport aux deux premiers, c'est qu'on ne me demande pas si j'ai été soldat anglais, et encore moins si je suis mort. Donc il y a du progrès à ce niveau-là. Mais là, on est quand même toujours avec énormément de travestissements, parce que évidemment je ne suis pas non plus un tenant de l'autofiction, parce que cela me choquerait peut-être même davantage que le lecteur, mais on est quand même dans le domaine de la biographie alternative, oui.
Alors vous traduisez Owen, en fait, Barthélemy Dussert traduisait déjà Owen, vous reprenez tout de même le rôle dans le réel, si j'ose dire, et vous allez sortir ce livre, une traduction de Wilfred Owen. Alors Owen, c'est un poète assez curieux, parce que, bon, il est un peu classicard, on peut dire au début, il n'a pas de sujet, et lorsqu'il fait la guerre devient son sujet même de sa poésie, et ça prend une dimension alors absolument bouleversante, dantesque. C'est quelqu'un qui n'a pas de chance, puisqu'il meurt 7 jours avant la... Je crois que c'est le 4 novembre. Le 4 novembre, oui, et là, petit matin. Imaginez un peu le 11 novembre. Le télégramme annonçant sa mort à ses parents est arrivé le 11 novembre à Salford. Alors, comment vous êtes venu à Owen, par quel chemin, et pourquoi cette... Finalement, vous allez en faire un musée même, en fait. Oui, il y a un lieu de mémoire auquel on travaille pour l'instant, donc avec le département du Nord, puisqu'il est mort à Or, donc un petit village du Cambrésis. C'est écrit ORS. ORS, absolument. Et donc, le cheminement vers Owen a été très long, en ce sens que, bon, je suis quand même un angliciste à la base, mais paradoxalement, lors de mes études proprement littéraires, Owen était un poète qu'on n'abordait pas. Pourquoi ça, je n'en sais trop rien, j'en discute encore avec mes professeurs, mais bon. Mais j'y suis venu, je pense, surtout par la musique et par les lieux. La musique, en fait, il s'agit du War Requiem de Benjamin Britten, qui pour moi est une œuvre magique. C'est un mot qui revient souvent quand j'en parle. Tout simplement parce que Britten a utilisé une dizaine de poèmes de Owen. Donc tout ça fait... Owen, pour moi, était un poète qu'il fallait absolument partager. Voilà, ça s'intitule « Et chaque lent crépuscule », poèmes et lettres de guerre, 1916-1918. C'est vraiment très 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 court. Et puis c'est aussi un renvoi d'ascenseur, parce que Wilfred Owen apparaît comme personnage dans quasiment tous mes romans, en tout cas dans les 3 premiers. Puisque dans Manière Noire, il apparaît à la faveur d'un rêve, puisque Barthélemy est son traducteur, et puis à un certain moment, d'une certaine manière, il se retrouve lui-même plongé dans la guerre de 14-18 et vit d'une certaine manière la mort d'Owen. Dans De secrets d'injustice, il y a carrément une rencontre, puisque à la faveur d'un rêve, enfin, le doute est permis, Owen vient carrément rendre visite à Barthélemy Dussert chez lui, dans son appartement, Wolu et tout, etc. Ils ont une petite discussion. Et dans le Derrière la colline, donc là, il y a une rencontre physique entre le poète Nigel Parsons et le poète Wilfred Owen. Qui avait fait un papier « Mon nom est Parsons ». Oui. C'est un bon titre, je trouve aussi, « Mon nom est Parsons ». Alors, la guerre, c'est quelque chose de négatif. Est-ce que c'est un peu comme ça que la présente Owen qui la vit avec cette dimension un peu dramatique, mais en même temps, c'est un lieu de solidarité très grande. Oui, mais je crois que la guerre est surtout un accélérateur de plein de choses. Bon, la guerre, on n'est pas... Je veux dire, la question ne se pose même pas, est-ce que c'est négatif ou est-ce que c'est positif? Non, c'est tellement évident. Mais la guerre est un accélérateur de plein de choses. Je crois qu'il est très difficile de rester honnête homme pendant une guerre. Or, il y a des gens qui, d'une certaine manière, y parviennent. C'est ça qui, moi, me fascine. Donc, c'est comment rester homme dans un environnement qui est tout sauf humain. Ou alors, trop humain. Donc ça, c'est vraiment ce qui m'interpelle et qui me fascine. Puisque là, on se retrouve dans un monde où chaque décision est importante, puisque chaque décision peut entraîner la mort ou la vie de quelqu'un. Donc là, les questions qu'on se pose sont vraiment des questions existentielles, tout simplement. Donc c'est un moment d'urgence. Une guerre, en tout cas, certainement, telle qu'on a pu la vivre en 14-18. Or, malgré ça, il y a des gens qui ont réussi à garder plus ou moins une certaine honnêteté vis-à-vis d'eux-mêmes et vis-à-vis des autres. Et ça, c'est une question que je me pose. Comment est-ce possible? Parce qu'il est tellement facile de faire la bête et pas l'ange pendant une guerre, puisque de toute façon, vous serez toujours couvert d'une manière ou de l'autre. C'est probablement ça, c'est cette espèce d'urgence à vivre et à essayer de rester droit dans ses bottes d'une certaine manière, qui fait que le personnage de l'honnête homme plongé dans une guerre m'intéresse. Alors vous faites œuvre un petit peu de mémorialiste, en fait. Oui, disons que j'aime donner la parole à ceux qui ne l'ont plus souvent.
Donc c'était un petit peu le propos de Secrets d'injustice déjà. Arracher les morts à C'est l'oubli aussi. c'est ça, oui. C'est ça aussi. Ce qui est une mission impossible, hein, sans mauvais jeu de mots cinématographique. Mais j'aime bien la mission impossible. Et je crois que mes personnages, j'oserais jamais dire mes héros parce que ce n'en sont point, sont aussi des gens qui aiment la mission impossible. Qui Alors, savent dès le départ qu'ils ne réussiront pas. celui qui va sur le front de la Somme, derrière la colline, c'est aussi un poète en fait. Poète délicat, désenchanté un peu. Un peu beaucoup même. Hein, comme un peu la plupart de vos héros. Comme la plupart ont de mes héros, soyons. un problème Ils ne sont amoureux. pas misogynes. Non, mais un problème amoureux sans doute, hein, oui. Oui, ce sont C'est des gens sûr. qu'on quitte visiblement. Ils sont un peu délaissés par leur Béatrice, comme ne dirait pas Dante. Effectivement. En fait, ils sont délaissés. Parce que le choix de ce prénom n'était pas innocent. Non, voilà. Alors, c'est le fils d'un épicier, il est un peu timide et il s'engage parce que quelques copains de son quartier, finalement, de son club, comme on dit, ben, partent à la guerre et on va à la guerre comme on va au rugby. C'est un peu de choses près cela. Hein, c'est ça, c'est des clubs, quoi, en fait. Hein. Il y a un côté sportif. Il y a un côté sportif. Il y a un côté surtout très, très innocent et très naïf. Et il y a une unité dans son village, le Salford Pulse, et il Donc s'engage. les copains de Salford. Donc Les ce sont copains des de bataillons Salford. de copains. Voilà. Et le voilà parti, notre Nigel. Et pour ne pas être officier, parce qu'il ne veut pas être officier, par modestie. Alors qu'il pourrait l'être. Oui, il a les études, il a le diplôme pour, comme on dit. Mais je crois que déjà chez lui, il y a cette volonté d'échapper à un état social qu'il considère peu ou prou comme une imposture. Mhm. Et donc pour lui, devenir officier, non seulement ça impliquerait le fait qu'il doit commander à des gens qu'il n'a pas envie de commander, mais ça le mettrait aussi dans une position qui est une position trop attendue pour lui. Oui. Et à laquelle finalement il préfère échapper. Et on entre déjà dans la thématique du livre, qui à mon avis, en plus bien davantage qu'un bouquin historique, est plutôt une interrogation. Peut-on changer de destin? Un point d'interrogation. Je crois que c'est ça. C'est ça l'enjeu de derrière la Parce que colline. le destin ne se joue pas de nous, et ne fait pas changer de destin, justement. C'est un peu aussi Effectivement, c'est la leçon question de que ce je pose. livre. Hein. C'est la leçon que vous posez. Il y a aussi, on disait, le réalisme magique, on appelait ça comme cela, c'est Hubert Lampeau. Ça, c'est effectivement c'est votre maître, vous l'avez traduit. Oui, c'est un maître revendiqué, et je le revendique d'autant plus facilement que je ne fais pas la même chose, et que question style, évidemment, je ne peux revendiquer une influence, puisque là, on se situe dans une autre langue, mais c'est vraiment, probablement, un des écrivains, si pas l'écrivain qui m'a vraiment donné envie d'écrire. Alors déjà dans les Secrets des Injustices, il y a déjà une bataille du côté de Mons, là, avec des... C'est dans Derrière la colline, je pense. Derrière la colline, où il y a effectivement la narration d'un épisode qui a reçu le nom de Les Anges de Mons. Les Anges de Mons. C'est une rumeur qui a couru à l'époque, comme quoi l'armée britannique avait été sauvée par l'intervention divine d'anges qui auraient arrêté l'armée allemande. Alors, qui c'est qui fait courir une rumeur comme cela? Il y a beaucoup d'exégètes ont prétendu que c'était donc c'était Arthur Machen qui avait lancé cette rumeur par un article dans le Times, si je me souviens bien. Lui a toujours démenti. Enfin bref, c'est le genre de légende dont on ne connaît plus vraiment l'origine, mais qui est très vivace parce qu'on en parle encore de nos jours. C'est assez étonnant. Et vous, ça vous fascine? Mais c'est le genre de choses qui naissent... C'est la coïncidence, quoi, en fait, je veux dire. Oui, je crois que c'est la coïncidence entre une époque très particulière, très violente, très, très extrême, et l'imaginaire humain qui n'arrive pas à l'appréhender, et qui, de ce fait, produit du mythe. Je crois que le mythe, il est toujours latent. Il suffit simplement d'être attentif. Et c'est pour ça que le réalisme magique en littérature, c'est quelque chose que je fais naturellement. Je crois que ce que j'ai envie de faire, c'est de dépasser le réalisme. Je crois qu'en littérature, que peut-on encore dire sur l'homme, que peut-on encore dire sur l'intellect, même sur la société? Enfin, il y a des disciplines pour ça. Moi, je n'ai pas envie de faire de la sociologie ni de la psychologie. J'ai envie de décrire le monde, peut-être, pour aller voir derrière ce qui s'y trouve. Derrière la colline. Par exemple. On ne sait pas ce qui se passe, d'ailleurs. Hein. On ne sait pas vraiment ce qui se passe. On a un bouquin pendant des pages et des pages, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Vous savez, moi, je conçois ma vocation de romancier comme quelqu'un qui pose des questions plutôt qu'il n'y répond.
Xavier, et comment en sortir ou ne pas en sortir de ce décor, en fait, de cet arrière-fond, guerre 14-18, dans votre prochain roman? Ah, le prochain roman, là, vraiment, on est tout à fait ailleurs. J'aime beaucoup scier les branches sur lesquelles je m'assieds. Oui. Les personnages seront normalement des ours, donc un trio qui s'appelle Onésime, Anatole et Adalbert. Et en fait, ce sera surtout une manière de faire voir notre société par des ours très civilisés, qui à la fois cherchent à nous imiter, mais se gardent bien de le dire. Ce sont des ours très discrets, qui, dès qu'ils ont fini leur travail à poil dans un parc naturel, rentrent dans leur caverne et revêtent une robe de chambre et lisent le journal. Donc c'est un petit peu ce côté à la fois conte philosophique et humour qui me tente beaucoup. Parce que c'est vrai que, par exemple, dans Derrière la colline, le seul regret que je peux avoir, c'est qu'il n'y a quand même pas énormément d'humour. Maintenant, ça ne s'y prêtait pas non plus. Non, Mais. il y en a dans le Donc, Loir, quand même, dans le vieux oui, commun. oui, il y en a. Dieu merci, quand même. Parce que s'il faut prendre la littérature au sérieux, il ne faut pas se prendre au sérieux. Enfin, c'est ça, c'est une aparté. Non, c'est une bonne conclusion, ça. Soyons ours. Soyons. Merci Xavier.